Dimanche dernier, donc, la Suisse disait oui au contrôle de l'immigration de masse sur son territoire. Les Helvètes ont donc voté en faveur de la gestion, je cite, autonome de l'immigration et de l'instauration de, je cite encore, plafonds annuels d'immigration. David Cameron au Royaume-Uni, la droite et l'extrême droite française ont salué le bon sens suisse, tandis qu'à Bruxelles, on commence à craindre pour les principes fondateurs de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des personnes et le marché intérieur. Par un hasard des calendriers, hier, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, remettait à ses ministres une feuille de route ouvrant le chantier d'une refondation de la politique d'intégration, chantier qui avait fait grogner l'opposition lorsque la question déjà s'était posée. La question d'intégration des immigrés et des Français d'origine étrangère avait été abordée en décembre dernier. Alors ainsi, à 3 mois des élections européennes, la question de l'immigration et des frontières se pose donc à nouveau en Europe et tout simplement la question est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Le vote suisse remet-il sérieusement en cause l'espace Schengen? Les élections européennes se joueront-elles sur la question de l'immigration et les frontières sont-elles en train finalement de se refermer en Europe? Notre invitée ce matin pour nous accompagner sur ces sujets, c'est une spécialiste hors pair de la question, Catherine Vitol de Wenden, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, directrice de recherche au CNRS, au CERI, docteur en sciences politiques et vous avez notamment publié Voilà qui tombe à pic, 2e édition, c'est sorti il y a 3 semaines à peine je crois, Catherine Vitol de Wenden. Faut-il ouvrir les frontières? C'est aux éditions Sciences Po, des presses de Sciences Po. Faut-il ouvrir les frontières? Quelle question, quelques jours après le vote suisse. Et nous serons rejoints dans un instant par Sylvain Besson, journaliste au quotidien suisse Le Temps, au téléphone en direct de Genève. Un premier petit mot de commentaire à cette actualité-là, tout simplement, quand dimanche, l'auteur de Faut-il ouvrir les frontières a appris les résultats du vote suisse. Catherine Vitol de Wenden, vous avez dit quoi? Tout d'abord, ça va à l'encontre de la politique suisse et aussi européenne du libéralisme économique. Donc on peut s'étonner qu'un pays aussi prospère soit hostile à son ouverture à l'immigration. Je voudrais qu'on retrouve tout de suite, vous m'entendez, Sylvain Besson? Oui, absolument. Oui, bonjour Sylvain Besson, journaliste au quotidien suisse Le Temps, depuis Genève. Peut-être faut-il faire un tout petit point d'histoire. Quelques auditeurs hier, commentant les premiers reportages sur ce vote contre l'immigration en Suisse, quelques Suisses nous ont dit, attention, ne faites tout de même pas des Suisses des affreux conservateurs, réactionnaires, voire néo-nazis. D'abord, n'oubliez pas que le vote est passé de justesse et qu'ensuite, après tout, la Suisse a montré l'exemple bien avant et auparavant tout le monde, d'une forme d'ouverture et de liberté de circulation sur son territoire. Il s'agit peut-être juste là de montrer une sorte de défiance vis-à-vis, en tout cas, de ce que représente l'Europe sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est un peu la température? Est-ce qu'il se dit, si l'on sort dans la rue, ou si on va au café à Genève, Sylvain Besson? Bon, je ne sais pas si Genève est une ville très représentative, puisque c'est une ville qui a voté non à l'initiative et puis qui a un côté un peu français ou cosmopolite, disons, assez affirmé. On peut même dire que c'est un petit peu le ressort du vote, si vous voulez. Toutes les villes et les régions qui se sentent appartenir à un ensemble continental, voire universel, mais disons se sentent appartenir à l'Europe, ces régions-là ont voté contre cette initiative, alors que toutes celles pour qui finalement la Suisse c'est un petit peu l'horizon ultime de leur vision politique, elles ont voté pour l'initiative. Donc il y avait un réflexe, si vous voulez, défensif, face d'abord à un phénomène qui a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu. Je pense que la libre circulation, quelque part, a été victime de son succès, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont effectivement utilisé la libre circulation pour changer de pays, aller travailler ailleurs. Et en Suisse, le phénomène a pris une ampleur quand même particulière, puisque les autorités n'avaient absolument pas prévu. Les autorités étaient sur une prévision de 10, 15 000, 20 000 peut-être immigrants européens par an supplémentaires, et on est plutôt aux alentours de 60-80 000 depuis la crise financière. Donc on est dans des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus grands, et je pense qu'il y a tout simplement des gens que ça effrayait, et en se demandant tout simplement où est-ce que ça va s'arrêter. Et là-dessus, les autorités n'avaient aucune réponse, et pour cause, puisque évidemment la libre circulation, si elle est maintenue, l'immigration va continuer tant qu'il y aura une très forte différence de revenus, par exemple, entre la Suisse et ses voisins, ce qui est le cas. Donc le franc suisse est très fort, donc la Suisse est très attractive. Mais oui, parce que les étrangers aiment beaucoup, en tout cas ceux qui peuvent y aller très facilement, les frontaliers et les autres aiment beaucoup aller travailler en Suisse, c'est bien mieux payé qu'en France. Mais ces étrangers-là, Sylvain Besson, c'est qui?
Ce sont des Allemands, Alors, des Français. Les étrangers dont on parle, c'est-à-dire les étrangers qui sont arrivés dans les dernières années et contre qui, quelque part, cette initiative était dirigée, ce sont les étrangers européens. C'est-à-dire ce sont les Français, ce sont les Allemands, les Italiens. Donc c'est pas du tout un problème d'intégration, même si un Français et un Suisse, c'est quand même des mentalités qui peuvent être différentes, notamment au niveau du lieu de travail. Donc il y a eu des frictions, n'est-ce pas, très localisées, de dire, dans mon entreprise, il y a trop de Français, ils sont toujours ils amènent leur plateau repas, ils discutent entre eux, ils ne s'intègrent pas. Donc il y a eu aussi ce phénomène-là de dire ils sont trop nombreux, ils s'intègrent pas, même si ce sont des gens culturellement extrêmement proches. Oui, mais cela dit, du coup, Catherine Vital de Vanden, c'est étrange, nous voici renvoyés, nous-mêmes, à notre tour, à une image d'immigrés. Oui, tout à fait. Ça, c'est assez intéressant, puisqu'en France, d'ailleurs, je pense que si la France avait voté sur le même système de référendum, on aurait non pas 50,3% de vote contre l'immigration, mais on en aurait sans doute beaucoup plus dans certaines régions de France. Donc, je pense qu'il faut quand même ramener les choses à ce qu'elles sont, et au Royaume-Uni également, et dans d'autres pays européens aussi. Donc, ce système de vote référendaire accroît peut-être l'expression de la haine, de la peur de l'autre. Et en France, effectivement, je pense que les Français seraient surpris contre eux-mêmes s'ils découvraient qu'ils deviennent des immigrés comme ils le sont considérés en Suisse, alors que ce sont souvent des frontaliers. Comment, encore une fois, Sylvain Besson, là aussi, pour essayer de démêler le vrai du faux, comment faut-il interpréter ce vote? Est-ce qu'il est, cela dit, réellement, entièrement lié à la question de l'immigration et donc la question du travail et des étrangers, de dresser les quotas, ou est-ce qu'il est aussi lié, ou est-ce que les deux vont vraiment tout à fait de pair, à une défiance, un peu aussi à l'anglo-saxonne finalement, vis-à-vis de l'institution européenne? Oui, absolument. Il y a eu une défiance en Suisse qui est proverbiale. Je veux dire que la Suisse est le seul pays d'Europe occidentale qui n'est pas membre de l'Union européenne. Donc déjà, à la base, là, il y a une attitude qui est plus qu'eurosceptique. C'est-à-dire, il y a une attitude qui dit nous ne voulons pas faire partie de cet ensemble, mais par contre, nous aimerions profiter des avantages, on va dire, matériels. Donc on s'associe au niveau du grand marché, on fait partie du grand marché, on fait partie de l'espace Schengen et on fait partie de l'espace de libre circulation, finalement, des personnes et de tout le reste. Et c'est cette formule, si vous voulez, qui a été brisée en fait par le vote. C'est-à-dire que ce sont les Suisses eux-mêmes qui disent finalement ça va trop loin. L'intégration partielle qu'on avait nous-mêmes choisie il y a 20 ans est allée trop loin. Et il y a une peur évidemment de se diluer. C'est un petit peu une peur alors qu'on ressent beaucoup plus du côté alémanique. Si vous voulez, le côté francophone, on a l'impression que les gens sont une minorité en Suisse. Donc le fait d'être aussi une minorité en Europe les dérange moins, disons. Alors qu'en Suisse alémanique, on dirait qu'il y a une peur finalement de se diluer dans un ensemble continental beaucoup trop grand. Il y a un amour en Suisse des toutes petites structures, c'est un petit pays qui est ensuite divisé en 26 cantons, donc il y a un amour des petites structures et le projet européen évidemment c'est un projet continental, c'est un projet grandiose on va dire, et ça passe pas du tout auprès de certains Suisses et je pense que le vote est aussi une expression de défiance vis-à-vis de ça. Alors cela dit, c'est comme on dirait, même si c'est de la démocratie, c'est quand même une très courte majorité, Sylvain Besson. C'est une très très courte majorité, je peux vous dire, pour avoir vécu le vote dimanche à peu près en direct, on a quand même longtemps cru que ça ne passerait pas, notamment parce que les grands cantons urbains, qui sont quand même les leaders, on va dire, économiquement dans le pays, ont tous voté contre. Donc ils étaient contre cette initiative, et on s'est dit, c'est eux qui vont quelque part donner le ton, et en fait on s'est aperçu au fur et à mesure que le vote avançait, que tous les petits cantons, un peu moins centraux, un peu moins riches, eux ont voté pratiquement tous contre, sauf ceux qui parlent le français, qui eux ont rejeté tous l'initiative. Les petits cantons montagneux et champêtres dans lesquels vous aimez faire vos randonnées, Catherine Vital de Vanden. Absolument, je suis une randonneuse par goût, et donc c'est des endroits où effectivement ils vivent du tourisme, mais en même temps ils ont peur de voir leur image, leur identité se transformer. Donc c'est très ambigu. Quels étaient les autres enjeux, Sylvain Besson, de ce vote dimanche? Il n'y avait que la question du contrôle des frontières de l'immigration, ou y avait-il d'autres sujets? Non, il y avait d'autres sujets, il y avait des investissements, des quelques milliards dans des nouvelles infrastructures ferroviaires, et ça a été accepté sans aucun problème. L'IVG ? Il y avait...
Et puis il y avait effectivement un vote de milieu, disons, conservateur, qui demandait à ce que l'avortement ne soit plus remboursé par l'assurance maladie de base. Le système suisse est un peu différent du français, mais enfin ne soit plus remboursé finalement, et que les gens doivent financer eux-mêmes cette intervention. Et ça a été balayé aussi complètement. Donc vous voyez, c'est pas. Alors voilà le paradoxe. Voilà. Un vote réactionnaire, conservateur. Mais voilà pourquoi je voulais. Sur l'IVG. Voilà pourquoi je voulais tout de même que vous le disiez. Est-ce qu'il y avait aussi à l'ordre du jour? Alors là, je vous continue de vous poser la question. Le paradoxe, on l'explique là, ce coup-là, comment? Non à l'abrogation des droits pour l'IVG, hein, grosso modo. Oui au contrôle des frontières. Oui, on n'est pas dans un vote qui serait strictement réactionnaire. Faut-il le minimiser, ce vote, du coup? Non, mais je crois que simplement sur l'avortement, c'est une question qui finalement concerne infiniment moins les gens. Il y a un consensus quand même très large pour dire que l'avortement doit continuer à être pratiqué dans des conditions acceptables. Et puis on voit très bien que ce sont les personnes les plus vulnérables, donc celles qui ont le moins d'argent, qui seraient impactées par cette mesure. Donc si vous voulez, ça c'était une question beaucoup plus sectorielle qui n'a pas du tout interpellé le public comme l'immigration. Sachant que sur ce vote de l'immigration, on a parlé de la dimension européenne. Il y a bien entendu une dimension d'intégration des étrangers qui ne concernent, alors je vous disais qu'il y avait des grognements, disons, sur les lieux de travail, disant il y a trop de frontaliers, etc. Ça existe, mais c'est relativement mineur. Je pense que les gens, quand ils pensent aux étrangers, pensent aussi à des problèmes d'intégration qui n'ont rien à voir avec l'Europe. Donc d'une part, les requérants d'asile, donc qui sont des gens qui sont extra-européens, un peu dans leur majorité, et puis d'autre part, toute l'immigration qui est venue à l'époque où les contingents qu'on a réintroduits existaient, c'est-à-dire avant 2002, il y avait des contingents, ce système existait déjà, voilà. Il aura duré pendant à peu près 30 ans. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais qui étaient plutôt des gens peu qualifiés, venant notamment des Balkans. Et aujourd'hui, ces gens habitent en Suisse. Beaucoup sont devenus suisses, sont naturalisés. Leurs enfants aussi. Mais c'est peut-être là que se posent un petit peu plus les problèmes d'intégration, parce que ce sont seulement des gens qui sont moins favorisés, moins éduqués, donc ont plus de problèmes à s'intégrer. Oui, jusqu'à dimanche, pouvait-on lire en tout cas ça et là. En Europe, la Suisse était donc jusqu'à dimanche le pays le plus ouvert d'Europe, qui accueille le plus d'étrangers par rapport à sa population, les plus nombreux à s'y installer, les Italiens, les Allemands, les Portugais et les Français. Et dans le même temps, je lis à la une du temps.ch, Sylvain Besson, que par exemple, et peut-être y aura-t-il des débats qui vont se faire jour en Suisse à nouveau après ce dimanche-là, je lis par exemple, expliquez-nous, que la nervosité gagne la berne fédérale. Oui, parce que le gouvernement n'avait pas prévu, bien sûr, ce résultat. Lui, il militait contre cette initiative. Donc lui, il était pour poursuivre, en fait, la formule que je vous expliquais tout à l'heure. On n'est pas membre de l'Union européenne, mais en fait, on participe à énormément de choses, à commencer par le marché unique et avec la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens, etc. La Suisse participe aussi à des programmes européens, par exemple, de recherche, de culture, etc. Alors ça, c'est peut-être moins important, c'est un petit peu plus étroit comme type d'intérêt. Mais il y a une peur, finalement, de tout d'un coup être déconnecté du marché européen, du fait qu'il y aura une espèce de volonté de rétorsion de la part de Bruxelles et que ça se traduirait par des effets qui seraient éminemment désagréables à terme. On sait que l'économie suisse est demandeuse d'une série d'accords sectoriels pour être encore plus connectée dans le marché européen. Les patrons suisses disent être en manque de bras, tout simplement, dans le secteur des services comme dans celui de l'industrie, et se battent pour recruter les étrangers. Tout à fait. Et ce qui s'est passé, en fait, si vous voulez, depuis longtemps, depuis après la Deuxième Guerre mondiale, on pourrait dire, mais ça s'est peut-être accentué dans les 10-15 dernières années, c'est que l'économie suisse est devenue plus grande quelque part que la Suisse, nettement plus, et finalement elle emploie des gens, elle emploie beaucoup plus de gens que ce que la population suisse, qui est par ailleurs vieillissante, peut fournir. Donc pour les milieux économiques, il faut absolument continuer ça, parce que c'est la voie de l'expansion économique de la Suisse. Donc il y avait un côté un petit peu ambitieux, conquérant, qu'on n'a en fait pas retrouvé chez la majorité des gens dimanche. La plupart des gens sont plutôt frileux et plutôt tiennent à leur petite échelle de petits pays. C'est un petit peu ça qu'on a vu. Et on verra sur le temps.ch le dessin de Chapat, le dessin du jour où l'on voit un Suisse se sciant la main qui tient et qui serre la main d'un commissaire ou d'un représentant de l'Europe ce matin. Catherine Vittel de Vanden, alors on est donc dans de nombreux paradoxes qui tout de même sont dans l'air du temps, n'en finissent pas, parce que s'il en donne encore un autre, on apprend et l'on voit que la Suisse a un taux de natalité qui affaiblit et que la dilution qu'elle craint, la doit plutôt au fond à elle-même et à sa mauvaise santé, on va dire, démographique qu'aux étrangers.
Tout à fait. La Suisse doit sa croissance démographique à l'immigration. Pour l'essentiel, un habitant sur 4 est un étranger. La Suisse est le deuxième pays en Europe pour le nombre de ces étrangers. Le premier étant le Luxembourg, avec près de 40% d'étrangers. La Suisse, à peu près 30% d'étrangers. Il y a 8 millions d'habitants environ en Suisse, 5,4 millions de Suisses de naissance. Et non seulement la Suisse doit aux étrangers sa croissance démographique, mais aussi elle doit aux étrangers sa croissance économique, puisqu'ils sont très nombreux sur le marché du travail, qualifiés et non qualifiés. Sylvain Besson, toute dernière question pour faire un petit retour dans l'histoire. Il y avait eu tout de même en 2009 le fameux référendum consacré à la construction de minarets sur le territoire qui avait fait là beaucoup de bruit, mais le soufflet avait l'air d'être retombé. Y a-t-il une différence entre le référendum 2009 sur les minarets et celui aujourd'hui sur la circulation ? Oui, je pense qu'il y a une grosse différence, c'est-à-dire que le vote sur les minarets était totalement symbolique, et d'ailleurs les analystes avant ce vote disaient les gens ont voté pour l'interdiction des minarets parce que ça ne prêtait pas à conséquence économiquement. C'est juste une espèce de signal dans une période post-11 septembre où on voit bien qu'il y a une espèce de choc, si vous voulez, entre l'islam radical et puis l'Occident en général, et ce vote s'inscrivait finalement là-dedans. Mais n'avait aucune conséquence pratique autre de dire qu'on ne construira pas de minarets, mais de toute façon il n'y en avait pas. Donc, si vous voulez, ça n'a absolument rien changé. Là, par contre, alors les conséquences du vote pourraient être absolument de grande ampleur sur les prochaines années. Maintenant, bien sûr qu'il y a une espèce de parenté entre ces deux votes, c'est-à-dire qu'il y a le côté de dire on veut conserver nos valeurs, notre identité de petit pays chrétien souverain finalement, qui n'a pas envie d'être dilué dans une espèce d'immense marché européen un peu sans âme. Et je pense que là, voilà, il y a un réflexe identitaire qui existe. J'ajoute quand même une chose par rapport à l'intégration des étrangers que vous mentionniez tout à l'heure, c'est qu'en général ça se passe bien, et aujourd'hui la Suisse a une population qui augmente rapidement grâce à l'immigration, ce qui a toute une série d'avantages, notamment en termes de finances publiques, c'est-à-dire que le financement des retraites, le financement de toutes les assurances sociales publiques est assuré, et ce pour une période assez longue. Donc ça veut dire que la Suisse finalement a énormément profité de l'immigration, et en général cette intégration se passe bien. Ça ne veut pas dire que localement il n'y a pas des problèmes qui font que au moment du vote, certains ont un réflexe un petit peu de réaction par rapport à des problèmes qu'ils perçoivent, disons, dans la société en général. Merci Sylvain Besson, du temps de Genève, de nous avoir rejoint ce matin au téléphone, du réduit suisse qui s'est au réduit européen. Nous poursuivons avec vous, Catherine Vittel de Vanden, cette émission qui, à 8h15, sera comme chaque jour. Il est bon petit Bredeuil, il est avec nous, introduite par Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, je voudrais revenir sur les propositions de décembre qui ont été écartées par Jean-Marc Ayrault sur l'intégration, comparées avec le texte nouveau qui est sur la table du Conseil des ministres cette semaine. Pour poser la question de fond, d'un côté, il y avait un texte qui préconisait le fait que la population d'accueil doit s'adapter aux cultures des immigrés, alors que le texte qui nous est présenté aujourd'hui, beaucoup plus consensuel, comme on l'a dit, c'est un texte qui dit que les immigrés doivent, au contraire, se fondre dans le pays d'accueil. Je voudrais un peu qu'on confronte ces deux logiques. Voilà, ce sera bien sûr avec 8h16, c'est l'heure de votre chronique, Brice Couturier. Ça promet. Les élections européennes approchent, c'est dans 3 mois, et à force de décevoir, l'Union européenne risque de devenir la risée de la planète en rassemblant au Parlement européen une majorité de députés eurosceptiques. Le référendum suisse, exigeant l'abrogation du traité de libre installation des ressortissants de l'Union européenne de 2002 et le retour donc à l'ancienne politique de la Confédération helvétique, sonne comme un avertissement. Même si la Suisse ne fait pas partie de l'UE, elle lui est étroitement associée et sa population vibre à l'unisson de nos 28 petites nations. Le non-suisse est comme un condensé de tous les refus dont l'intégration européenne est à présent l'objet. Le plus frappant dans cette affaire, c'est que tous les partis suisses, sauf un, l'UDC, avaient appelé à voter non au référendum. Ils ont donc été contredits par le sentiment populaire. Qui peut dire qu'un semblable divorce entre les opinions et les dirigeants politiques serait limité à la Suisse ? À force de répéter que les efforts réclamés à leur population en matière budgétaire étaient des exigences européennes, les dirigeants nationaux sont parvenus à faire prendre Bruxelles en grippe. Les résultats du référendum suisse s'inscrivent dans une longue série de mesures prises par des États membres, comme les Pays-Bas, pour restreindre chez eux l'immigration extra-européenne. Nul doute qu'il servira également à David Cameron pour continuer à refermer les portes d'accès
au Royaume-Uni. Le dirigeant britannique qui a promis un référendum sur le maintien du pays dans l'UE n'a pas d'autre moyen d'empêcher une victoire des eurosceptiques de l'UK Party que de promettre à son tour une immigration choisie et régulée. L'Union européenne a réclamé la compétence sur la politique migratoire et en effet, la libre circulation dans l'espace européen ne se conçoit guère que si l'Union assure le contrôle des flux migratoires aux portes d'entrée. Si le résultat se révèle désastreux, confère Lampedusa, c'est parce que l'Union n'a jamais été capable, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, de définir une politique commune et encore moins de s'en donner les moyens. Du coup, se trouvent confortés tous ceux qui prétendaient que les eurocrates voulaient liquider les peuples, ces obstacles gênants sur la voie grandiose de la zone commerciale optimale dépolitisée, où la main-d'œuvre ferait enfin preuve de cette mobilité géographique qu'on attend d'elle. L'Europe sans frontières, le grand marché commun hyper régulé qui aurait vocation à s'étendre à la planète entière parce qu'il ne revendique aucune identité, fait l'objet d'un désaveu grandissant. Le fil permanent n'a peut-être pas tort de prétendre que l'extension géographique de notre Union a été la rançon de son manque de substance. Puisque nous ne savons pas au juste ce que nous sommes ni ce que nous voulons faire ensemble, eh bien nous aurions opté pour l'étalement. Il y a dans l'air du temps un fort appétit pour les frontières parce qu'elles incarnent l'identité de peuples qui redoutent de s'en trouver dépossédés. Parce que c'est dans le cadre national que les citoyens ont appris à exercer leur souveraineté jusqu'ici, ainsi que leur solidarité les uns envers les autres. L'État-providence, jusqu'à nouvel ordre, il a son siège à Paris, Rome, Berlin ou Copenhague, et non pas à Bruxelles. Alors Daniel Cohn-Bendit n'a pas tort de dire que si nos dirigeants politiques s'avisaient de nous consulter sur la même question que les Suisses, le résultat serait encore plus hostile à la liberté de circulation et d'installation. Les sondages montrent que les Français se raidissent face à une immigration qu'ils sont de plus en plus nombreux à trouver excessive. 67% des sondés par Opinionway pour le Cevipof jugent qu'il y a trop d'immigrés en France, chiffre en progression spectaculaire de 28 points en 4 ans. Ce que ressent la majorité de nos concitoyens, c'est l'échec de l'intégration républicaine. Il se traduit par la montée de revendications communautaristes, le refus de certains groupes organisés de se plier à la loi commune, le séparatisme. L'humeur du moment, on le voit, est au détricotage des acquis européens et au regain des nations. Les désillusionnés de l'intégration européenne se ramassent à l'appel. Voyez le dernier livre de François Hesbourg, La fin du rêve européen. C'est dans ce cadre-là qu'il faut penser l'intégration des immigrés, le nouveau dossier brûlant posé sur la table du Conseil des ministres. Remarquons tout de même que Jean-Marc Ayrault a écarté en décembre les mesures proposées par un rapport rédigé par des experts qui avaient tous été nommés et approuvés par l'ensemble de son gouvernement afin de favoriser l'intégration des immigrés. Ce qu'ils préconisaient, ces experts, ça a été ressenti à l'époque comme une injonction adressée au peuple français de s'adapter aux mœurs et coutumes des immigrés et non l'inverse. La toute nouvelle feuille de route actuellement sur le bureau du Conseil des ministres se veut beaucoup plus consensuelle, nous verrons bien, mais la question de fond demeure. Est-ce au pays d'accueil de faire place aux cultures de l'immigration, censées l'enrichir de leur diversité, ou aux nouveaux venus de se fondre dans le cadre exigeant, dans le cas français, du pays qu'ils ont choisi? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Catherine Vittel de Vanden. Bonjour. Donc sur la Suisse d'abord. Réponse sur la chronique de Brice Couturier, surtout accords, désaccords, commentaires. Sur la France, etc. Ouais. D'une part, je voudrais dire deux choses. Quand la Suisse a adhéré à Schengen sans être membre de l'Union européenne, en fait, elle avait pensé en 2008 que plus d'Europe, c'était plus d'efficacité dans la maîtrise de l'immigration. Et c'était cette raison-là qui explique son adhésion à Schengen, alors qu'auparavant, elle avait surtout une politique d'immigration qui avait été amorcée dès les années 60 d'accords bilatéraux de main-d'œuvre, pour l'essentiel avec des pays voisins. Donc en fait, aujourd'hui, déjà Schengen était assez impopulaire. C'était un peu une initiative de Berne contre une partie de l'opinion suisse. D'autre part, la Suisse, ça a été dit, vit beaucoup à cause de l'immigration, du tourisme. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent aussi mettre de l'argent dans les banques. Il y a des quantités de métiers qui sont occupés par les étrangers qualifiés et non qualifiés qui ne sont pas donc... et je pense qu'il y a un sentiment de concurrence, peut-être autant que de perte d'identité avec cette présence étrangère. Je fréquente de temps en temps les universités suisses et ceux qui y enseignent,
que j'y rencontre, des Français, des Allemands, disent qu'il y a un sentiment qu'il y a trop d'Allemands ou trop de Français à l'université de Genève, de Lausanne, de Zurich, etc. Donc je crois que c'est un sentiment général. Mais est-ce que... Attendez, je vous coupe juste pour qui va à l'encontre de l'activité économique du pays. Catherine Jordan, juste pour me faire l'avocat du diable, si j'ose dire, je vous coupe. Est-ce qu'après tout, puisqu'on voit que les Suisses veulent l'IVG, veulent le train, et veulent donc moins d'étrangers, est-ce qu'on peut comprendre éventuellement de façon complexe que ça soit au fond naturel qu'on admette cette question-là, dans la mesure où c'est un pays qui comporte 23% d'étrangers. Est-ce que ce chiffre-là, malgré tout, sans pour autant traiter les Suisses de racistes, vous voyez ce que je veux dire ? Au fond, le politiquement correct nous imposerait de dire, voilà, le vote suisse nous inquiète. Mais après tout, est-ce que ça peut s'admettre ou pas ? Voilà, cette question-là. Je pense que, d'une part, dans les grandes villes, moi je suis allée en Suisse une fois juste au lendemain du vote sur les minarets, et les gens que j'ai rencontrés étaient atterrés parce qu'ils disaient, nous, à Genève notamment, ce qui nous fait vivre, c'est tous les gens du Golfe qui viennent dans les hôtels, qui déposent de l'argent, qui font des courses, etc. Donc il y a une contradiction à l'intérieur même du pays. Et ceux qui ont voté contre ne se sont peut-être pas rendus compte que la Suisse était membre de Schengen, que donc il fallait dénoncer tous les accords qui avaient été signés depuis avec l'Union européenne, que la Suisse urbaine vivait beaucoup de l'immigration. Donc je pense qu'il y a deux Suisses d'une certaine façon, ce qui explique peut-être... et puis aussi il y a une Suisse qui sont plus âgées, qui se replient peut-être sur cette identité champêtre, qu'aiment les randonneurs, mais aussi il y a une Suisse urbaine qui a bien pris conscience qu'elle vivait à cause de l'immigration, aussi bien sur le marché du travail qu'à cause des consommateurs. Je pense que le cas suisse est intéressant parce qu'il montre à quel point le rejet de l'immigration qui monte effectivement dans la plupart des pays européens doit être déconnecté de la question du racisme, parce que là il s'agit d'Européens. Absolument. Les Suisses refusent l'arrivée des Allemands qui sont très nombreux. C'est nous les immigrés. C'est nous les immigrés. Ah oui, voilà, donc c'est pas une question de couleur de peau parce qu'on a la même queue. Il faut qu'ils s'en souviennent. Mais il y a effectivement une montée. Il y a une montée effectivement dans l'ensemble des pays européens ce que je disais du rejet. En fait, moi je vois dans ce référendum et dans d'autres phénomènes aujourd'hui en Europe, une montée du refus de l'Europe. Parce que l'Europe, c'était effectivement une entité politique supranationale à laquelle nous avions décidé de déléguer un certain nombre de compétences. Or, on est en train de vouloir détricoter, de reprendre ces compétences, simplement parce qu'effectivement, ça ne fonctionne pas, la vérité. C'est qu'effectivement, la politique migratoire devait être prise en charge par l'Union européenne, la défense des frontières, la régulation des flux migratoires, etc., devait devenir une compétence communautaire. Elle n'est pas exercée. Parce que probablement aussi, comme d'habitude, les chefs d'État sont incapables de se mettre d'accord entre eux. Mais est-ce que l'Europe ne risque pas de faire les frais, on va le voir aux élections européennes, d'un certain nombre d'incapacités à assumer les politiques que les dirigeants européens avaient revendiquées pour eux-mêmes? Oui, mais en Catherine même temps... Vittel-Demandan, ils nous rejoindront sur cette question. Je le préviens d'ailleurs à distance, François Gémen. Catherine Vittel-Demandan. Oui, mais en même temps, il y a une sorte de détournement des objectifs, parce que la raison pour laquelle on a cette politique européenne, il ne faut pas l'oublier quand même, au moment de Schengen, 1985, c'était précisément l'ouverture des frontières intérieures. C'était l'aspect essentiel de Schengen. Et aujourd'hui, l'aspect essentiel qui est mis en avant et qui a été mis en avant par la Suisse quand elle est entrée dans Schengen, c'est la fermeture des frontières extérieures. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on a ouvert les frontières intérieures, on s'est dit ça va être l'Europe du grand marché. Les gens vont circuler, s'installer, travailler. Et ils ont été très peu mobiles en réalité. Donc, c'est plutôt le comportement des populations qui n'a pas suivi ce grand rêve d'un grand marché intérieur. Donc, Schengen, c'était ça. Et puis ensuite, il y a eu ce durcissement autour de l'immigration lié en partie à la crise qui a fait que l'accent sur Schengen et sur le bilan, ça a été sa capacité à contrôler les frontières extérieures. Ce qui était le cas quand la Suisse a adhéré à Schengen en 2008. Donc il y a eu un détournement des objectifs, si j'ose dire. Un aspect a été mis en avant alors que ce n'était pas le premier qui était l'objectif initial du grand marché. Donc je crois que ça c'est quand même très important. La crispation sur les frontières liée à la capacité ou pas de maîtriser l'immigration, à mon avis c'est lié au fait, c'est bien sûr la défiance envers l'Europe, mais c'est aussi la prise de conscience que finalement l'État-nation et sa souveraineté n'est plus maître
de grand-chose. Et je pense qu'il y a une sorte de tristesse pour beaucoup de gens qui n'y comprennent pas grand-chose dans Bruxelles, qui d'ailleurs ne fait peut-être pas tout ce qu'il faut pour expliquer toutes ces mesures très techniques, etc., et lointaines. Et en fait, ils ont le sentiment que si on contrôle les frontières au niveau de l'État, là, ils vont mieux maîtriser la situation, ils vont mieux comprendre les enjeux. Donc, on revient aux frontières étatiques parce que c'est plus simple. On a toujours été habitué à faire la guerre. Donc là, à nouveau, on va faire un autre type de guerre qui sera face à l'immigration. C'est peut-être l'un des derniers domaines d'exercice de la souveraineté nationale visible. Donc, il y a une certaine, disons, attraction pour l'idée qu'il faut fermer les frontières parce que là, on voit l'État exercer ses fonctions régaliennes habituelles. Attraction qui c'est au fond peut-être nostalgie. Cela dit, là aussi, Régis Debray, il n'y a pas si longtemps, avait consacré un essai très intéressant à cette question, au fond, quid de la nostalgie de la frontière, en tout cas de son utilité, ne serait-ce qu'au fond dans une espèce d'imaginaire, au fond, national. Je voudrais, François Gémen, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de géopolitique et de droit d'asile. Vous enseignez à Paris, Grenoble et à Bruxelles, où vous êtes en ce moment. Comment vous interprétez, cela dit, à nouveau, et la question vous est souvent posée, mais que des chercheurs comme vous, comme Catherine Vitol de Winden... C'était mon étudiant, j'en suis fier. C'était votre étudiant, en plus, voilà. Alors, comment ça se fait que vous, et bien d'autres encore, chiffres à l'appui, au fond, n'en finissez pas de dire que ça n'est pas la question de l'immigration qui mine nos économies ou qui serait à la source de nos problèmes, en tout cas de tous nos problèmes, et que malgré tout, malgré ces explications, ces efforts de pédagogie, vous constatez les votes que l'on sait, celui suisse, mais aussi au fond ce que l'on peut craindre ça et là en Europe aujourd'hui, François Gémen. Bien sûr, et Brice Couturier l'a rappelé dans sa chronique, le nombre de Français qui estiment que la part de l'immigration est trop importante dans la population ne cesse d'augmenter. Et je dirais que le vote en Suisse de dimanche est quelque part la parfaite illustration de cette déconnexion entre les perceptions de l'immigration et les réalités de l'immigration, puisqu'on a vu que les cantons qui avaient voté le plus majoritairement en faveur de la limitation de l'immigration qu'ils ont appelée massive étaient aussi les cantons où il y avait le moins d'étrangers. Ce qui veut dire que moins vous aviez de chances de croiser un étranger dans la rue, plus vous étiez opposé à l'immigration. Et donc, moi, c'est surtout cela qui me frappe dans ce vote en Suisse, c'est que d'une part, il y a le fait que ce sont les cantons avec le moins d'étrangers qui ont voté le plus pour la limitation de cette immigration, ce qui veut dire que les cantons qui vivent aussi de l'immigration se rendent compte des bénéfices de cette immigration, et que d'autre part, le débat en Suisse est quand même différent du débat européen, puisque ici, de quels étrangers parle-t-on ? Ce sont essentiellement des Français, des Italiens et des Allemands, et que donc c'est nous, Européens, qui nous retrouvons dans la position d'être l'étranger de quelqu'un, et qu'en Suisse, il n'y a pas, par rapport à cette immigration européenne, il n'y a pas bien entendu ce débat sur l'intégration. Personne n'a dit que les Français, les Allemands, les Italiens n'étaient pas intégrés en Suisse. Le taux de chômage en Suisse est historiquement bas. On est quasiment dans une situation de plein emploi. Et donc, là, il y a une sorte de vote rejet, à la fois, à mon avis, de l'Europe, mais même du concept d'immigration, tout à fait déconnecté de la réalité, puisqu'on ne parle même pas d'une immigration, comme on dit, une immigration visible, c'est-à-dire de gens avec une couleur de peau différente ou avec une religion différente. Oui, on est dans le cas en Suisse, effectivement, vous le dites, très différent de la question française, qui remet à jour d'ailleurs la notion d'intégration, une feuille de route dite très remise sur des niveaux consensuels. Mais par exemple, est-ce que, et alors si on reprend le cas français, est-ce qu'on pose toujours la bonne question quand on pointe donc le doigt sur l'immigration plutôt que sur la question de l'intégration? La Cour des comptes, qui n'a pas attendu 2014 pour grogner sur diverses mesures du gouvernement, en 2004, déjà dans un rapport relatif à l'accueil et à l'intégration, avait noté que la question de l'intégration était celle qui était la plus délicate, la moins bien traitée. À cette époque-là, notamment, on lisait, outre qu'elle se traduit par des situations souvent indignes, elle est à l'origine, souvent, la population en question directe, des tensions sociales et raciales graves, le manque d'intégration en France, lourde de menaces pour l'avenir. Et à l'époque, c'était Philippe Séguin qui parlait comme ça sur les problèmes de l'intégration en France. François Gémen. Ce qui me semble évident, c'est que l'immigration en France et plus largement en Europe est une immigration qui est de plus en plus visible. Ce qui veut dire que cette diversité est de plus en plus assumée par les migrants eux-mêmes, mais par contre, elle n'est pas encore souvent assumée par l'État qui les accueille.
Et ce qui me pose problème, moi, dans les débats sur l'intégration, qui sont bien sûr des débats nécessaires, c'est que souvent toute la charge de l'intégration repose sur les migrants eux-mêmes. Or, on le voit en France particulièrement, le poids des discriminations reste très important. Et donc, si l'on veut que l'intégration puisse fonctionner, ça doit aller dans les deux sens aussi. C'est que bien sûr, il y a une part d'effort à faire par les immigrés qui arrivent, mais il y a aussi et surtout une part d'effort à faire de la part de l'État qui reçoit les immigrés, et l'État doit prendre une part beaucoup plus active dans la lutte contre les discriminations aujourd'hui. Or, les immigrés aujourd'hui en France continuent à souffrir de discriminations très marquées. Ça se voit au niveau de leur intégration sur le marché de l'emploi. Le taux de chômage des immigrés reste bien supérieur à celui des Français. Et donc, si on veut véritablement faire réussir une politique d'intégration, il faut aussi que l'État s'engage dans une lutte contre les discriminations. Et c'est d'ailleurs économiquement rentable. En Allemagne, plusieurs études ont montré, par exemple, que le coût structurel des politiques d'intégration était bien inférieur au coût de discrimination. Et donc, ces discriminations, cela a un coût énorme aussi pour les finances de l'État. Brice Couturier. Oui, alors je crois que là on est au cœur du sujet. En tout cas, c'est la question que je souhaitais poser à la fin de mon papier d'introduction. C'est qu'effectivement, il y a deux logiques, et on voit bien qu'il y a eu deux rapports. D'ailleurs, il y a eu le rapport de décembre qui est passé sous le boisseau parce qu'il a provoqué des polémiques terribles quand il est arrivé sur le bureau du Premier ministre. Et il y a le rapport, il y a les préconisations qui sont celles d'aujourd'hui, qui n'ont plus rien à voir. On voit que dans le premier cas, il y avait la volonté de demander aux pays d'accueil de s'intégrer aux derniers arrivés. Ce qui me paraît quand même assez bizarre sur le plan de la logique. C'est plutôt quand on arrive aux États-Unis, on ne vous dirige pas vers une communauté d'accueil qui vous serait prédestinée, comme si vous aviez une communauté à rejoindre et comme si vous deviez reproduire sur le territoire des États-Unis ce que vous aviez, ce que vous aviez vécu chez vous. Je vais poser une question politiquement non correcte. Quand on arrive dans un pays, c'est qu'on vient d'un pays pauvre, généralement, presque toujours, qu'on vient d'un pays, de même quand nous émigrons vers la Suisse, nous autres Français, entre parenthèses, il ne faut pas se cacher cet aspect-là, ils ont des salaires qui sont 2 fois les nôtres. Quand on émigre, c'est généralement pour des questions économiques, de travail, parce qu'il n'y a pas de chômage chez soi et parce qu'on est pauvre et malmené par la vie. Si on reproduit dans le pays d'accueil les cultures qui ont donné lieu à l'échec économique et social dans le pays de provenance, alors on va reproduire dans le pays d'accueil les mêmes structures qui vont provoquer le même échec. Donc je pense que l'intérêt des migrants eux-mêmes, c'est de s'adapter, comme on le fait parfaitement aux États-Unis, aux conditions de vie et de travail du pays qui vous accueille pour y réussir précisément, et non pas pour y reproduire les conditions de l'échec originel. Alors, Catherine Vittel de Vanden et François Gémen. Catherine Vittel de Vanden. Moi, je pense que la grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que, ou le Canada ou l'Australie, c'est que ces pays dits neufs sont des pays d'immigration, de peuplement. Et alors que l'Europe ne s'est jamais considérée comme une terre d'immigration, de peuplement, parce que d'une part, les Européens ont été nombreux à partir, donc l'Europe était une terre pendant très longtemps de départ, et d'autre part, elle a toujours considéré, et c'est ce qui explique souvent l'échec de la façon d'aborder les questions d'intégration, elle a souvent considéré pendant très longtemps que l'immigration était une solution de court terme à des problèmes de main-d'œuvre également de court terme. Donc elle a énormément de mal aujourd'hui à se considérer comme une terre d'immigration, ce qu'elle est, puisque c'est la première destination en termes de flux au monde, il faut le rappeler, devant les États-Unis, le Canada, l'Australie additionnés, et elle a du mal à considérer qu'elle est une terre d'immigration, de peuplement, ce qu'elle est également devenue. Donc ça, je crois que c'est une différence d'approche qui rend très difficile la définition des politiques d'intégration, parce que certains disent... Mais il faut, disons, s'adapter. Pendant très longtemps, on a pensé d'ailleurs que les gens allaient retourner chez eux. On a pensé que les nationaux des pays européens allaient remplacer les immigrés qu'on ferait repartir sur le marché du travail. On a pensé que les Européens seraient beaucoup plus mobiles qu'ils ne l'ont été avant 2004, surtout, puisque les vrais mobiles, ça a été les gens d'Europe de l'Est. Et en réalité, rien de tout ça s'est construit. Donc, on a établi une politique d'immigration en termes de
flux et en termes de stock, c'est-à-dire d'intégration, sur des scénarios qui n'ont pas eu lieu. Alors, et on est en décalage. Je voudrais, et puis je vous donne la parole, mais ça tombe, la question de Brice tombe très bien, parce que nous avons le témoignage d'un Américain et Canadien à la fois, Justin Smith, qui n'est pas un immigré, qui est un expatrié, qui enseigne la philo à l'université Paris Diderot et qui a signé, là, il n'y a pas si longtemps, dans le New York Times, une tribune « Does immigration mean France is over », traduite dans le Courrier international, c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a repéré. Est-ce que l'immigration signifie la fin de la France? Et voici comment cet Américain juge ces deux questions, l'intégration, notamment d'immigration. Au point de départ, peut-être notre rapport un peu complexe à notre passé colonial. Justin Smith au micro de Claire Duzabo. Il y a une réflexion à faire sur les obligations qu'un pouvoir colonial a envers les colonisés. Et c'est une réflexion qui ne semble pas entrer en jeu dans les débats sur l'immigration et aussi sur l'intégration. Et il semble aussi qu'en France, la question qui est encore plus importante, c'est la question de l'intégration. Si on veut immigrer, on doit être prêt à s'intégrer culturellement, et ça veut dire à adopter la culture française en abandonnant les traditions du pays qu'on a quitté. Alors, tradition, intégration, poussons la question plus loin, on lui a demandé, Claire Duzabo, des matins du moins, lui a demandé de faire un petit comparatif, au fond, sur la course de haies que l'on traverse, que l'on soit immigrant aux États-Unis ou en France, Justin Smith. Ces nouveaux immigrants, ils ne se posent même pas la question « Comment est-ce que je peux devenir français ?» Évidemment, ils ne perçoivent même pas la possibilité de devenir français ou d'être acceptés pleinement comme des Français. Et spontanément, ils se dirigent vers d'autres identités possibles. Donc, c'est une question dialectique. C'est pas seulement une faillite morale de leur part de ne pas pouvoir assumer cette tâche difficile de devenir français, c'est aussi les obstacles qu'ils perçoivent en France qui les frustrent et qui les empêchent de le devenir. Et là, c'est très différent de l'expérience de l'immigration en Amérique du Nord où on accepte en grande partie que les immigrants vont rester différents et vont garder leur identité à l'origine et que ça ne va pas compromettre leur rôle dans la société nord-américaine. Alors, vaste question qu'a introduit Justin Smith, Catherine Vital de Alors, Linden. la France a beaucoup de mal à se considérer ce qu'elle est pourtant comme une terre d'immigration et elle a oublié que les immigrés font partie de la construction permanente de la France. Et c'est ça l'approche américaine. Les immigrés sont, ou au Canada, ou en Australie, ou en Nouvelle-Zélande, ou ailleurs, les immigrés sont partie prenante d'un État qui est en permanence en train de se définir avec ces nouveaux arrivants qui vont contribuer à la diversité de la construction du pays, mais aussi à la définition d'une identité nationale qui évolue en permanence, alors qu'en France et dans beaucoup de pays européens, on considère que l'identité, entre guillemets, est sanctuarisée, elle est définie une fois pour toutes, et les nouveaux arrivants doivent se fondre dans quelque chose qui a déjà été défini sans eux. Donc je crois que ça, c'est une différence d'approche fondamentale. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, au Canada, dans tous ces pays, on peut beaucoup plus facilement devenir national, ou tout au moins plus rapidement que dans les pays européens. Les pays européens, aujourd'hui, fonctionnent avec 10%, 15% de gens qui ne sont pas citoyens. On n'est pas citoyens, on est dans la société romaine antique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un peu des esclaves qui sont les sans-papiers, on a des gens qui sont en voie d'affranchissement, qui sont les gens qui essayent d'acquérir la nationalité du pays d'accueil, mais souvent très difficilement. Il ne faut pas oublier que dans la période précédente, notamment sous la période de M. Guéant, ministre de l'Intérieur, on avait réduit de presque 40% les accès à la nationalité française. Donc ça avait été quand même inquiétant si on veut être plus inclusif dans la construction de ce vivre ensemble. Et d'autre part, ça a été rappelé, et c'est très important, beaucoup de gens qui sont français ont le sentiment qu'ils ne sont pas considérés comme français à cause des discriminations, parce qu'ils sont visibles, parce qu'ils sont soupçonnés d'être des musulmans pratiquants intégristes,
et parce qu'ils sont quand même relégués dans des quartiers d'exclusion. Donc là, il y a une vraie question qui est posée sur quelle adhésion et à quoi. Peut-être un mot à François Gémen, un petit mot pour François Gémen, Brice, et nous arrivons au bout là. Moi je voudrais juste rappeler à M. Smith que la plupart des pays européens n'étaient pas des pays colonisateurs, que les mêmes problèmes avec l'immigration, on les retrouve en Suède et au Danemark, qui n'ont jamais colonisé personne. Donc le rapport toujours à la colonisation qui est terminé depuis 60 ans devient un petit peu lourd. François Gémen. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que ce qui est très important, c'est de se demander s'intégrer à quoi. Et moi, je crains qu'on ait encore en France une vision de l'identité nationale très, très muséale, une identité nationale à la Amélie Poulain, où il s'agirait de dire parce que quand même, la deuxième partie de ce que disait M. Smith a été tout de même assez intéressante sur la différence qu'on a de la demande que l'on a par rapport à l'étranger ou à l'immigré. Hein. Tout à fait. Tout à fait, et on reste encore en France très profondément ancré dans cette logique assimilationniste, cette idée que l'immigré, une fois qu'il arrivait, devait abandonner ses origines, ses traditions, sa culture, sa langue, pour s'intégrer au modèle du parfait français. Je pense qu'il faut aujourd'hui reconnaître la richesse de la diversité de la société française, qui est une société de facto diversifiée et multiculturelle, et qu'il faut plus qu'accepter cela. Je pense qu'il faut aujourd'hui embrasser cela et le reconnaître comme une richesse. Merci.